Bonjour à tous. Donc je vais partager avec vous là, le sujet du gaspillage médicamenteux à propos de l'étude Game Over qui a été réalisée en réanimation. Je remercie le comité scientifique là, du C2DS de m'avoir convié et je remercie l'ASFAR et le centre hospitalier intercommunal de Toulon sans qui l'étude n'aurait pas eu lieu. Et je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer et je suis membre du comité développement durable de l'ASFAR. Donc la problématique que vous connaissez tous, hein, c'est celle du réchauffement climatique lié à l'activité humaine, qui est associée à une crise environnementale de l'eau, de l'air, de la terre et de la biodiversité, avec plus les années passent, les limites planétaires qui sont dépassées les unes après les autres. Et l'impact de l'environnement, il se fait aussi sur la santé humaine. Et ça a été très bien conceptualisé par le principe One Health où la santé environnementale, la santé animale et la santé humaine sont très liées. Et quand on a une anomalie environnementale ou animale, eh ben, la santé humaine en pâtit. Et dans ce cadre-là, ben, on voit que les services de santé, ils sont producteurs de gaz à effet de serre notamment. En France, ça a été estimé à 8% par le Shift Project il y a 2-3 ans. Et les hôpitaux participent à hauteur de 38% de cette production de gaz à effet de serre. Et quand on regarde les postes d'émissions de gaz à effet de serre de la santé en France, on remarque qu'elles sont dominées par le scope 3, c'est-à-dire les émissions indirectes, et la part des médicaments prend une part importante dans dans ces émissions de gaz à effet de serre, et elles ont été estimées là récemment à un peu plus de 9 millions de tonnes par an. Et en réanimation, on retrouve aussi cette forte prépondérance des médicaments dans la production des gaz à effet de serre d'un patient hospitalisé en réanimation. Mais il faut savoir que l'impact des soins ne s'arrête pas aux gaz à effet de serre, concerne aussi toutes les pollutions directes, indirectes de l'eau, de l'air, de la terre, de la déforestation induite, de l'utilisation des plastiques, de la santé humaine. Et ça, c'est lié à tous les intrants nécessaires au fonctionnement normaux des hôpitaux et donc à tous leurs déchets. Et donc, il faut faire attention à l'effet tunnel sur les gaz à effet de serre parce qu'il y a aussi tous les autres problèmes associés, humains et environnementaux. Et quand on constate, et qu'est-ce qu'on peut constater, c'est que quand on fait des prélèvements dans les eaux de rivière à travers le monde, eh ben, on peut remarquer qu'il y a énormément d'échantillons positifs aux médicaments. Et on va retrouver un grand nombre de médicaments différents à des concentrations très variables et qui peuvent être très importantes, et notamment les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les antalgiques et ainsi de suite. Alors comment ces médicaments se retrouvent dans l'environnement? On peut regarder cette petite diapositive qui a été faite pour la dissémination des antibiotiques dans l'environnement. Eh ben, on a l'industrie du médicament, d'accord. On a tout l'élevage, la pisciculture qui va renvoyer les médicaments qui sont donnés aux animaux dans l'environnement. Et puis, on a les hommes. Et les hommes, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand on va analyser les effluents des villes, on va avoir des petites concentrations qui sont représentées par le cercle orange, mais des très grandes quantités en valeur absolue. Alors que les effluents des hôpitaux, on va avoir des concentrations très élevées, mais les quantités en valeur absolue, elles sont assez faibles. Ce qui fait que les hôpitaux, ils n'ont pas de centrale de traitement spécifique des eaux usées et tout rejoint les centres de traitement des eaux urbaines. Et après, depuis les stations d'épuration, les boues sont répandues dans les champs et donc rejoignent les nappes phréatiques. Et de la même manière, l'eau retourne dans les rivières où après ça rejoint le cycle de l'eau. Et en réanimation, qu'est-ce qu'on peut voir? En réanimation, ce qu'on sait, c'est que on est des grands utilisateurs de médicaments. La structure de consommation des médicaments, des dispositifs médicaux, des soins et autres, elle est assez intéressante parce qu'elle nous permet de voir que dans l'ensemble consommé qu'on utilise, on va avoir différentes parts. On va avoir une part qui est inutile,
c'est-à-dire qu'elle n'a aucun bénéfice et elle est plus ou moins même dangereuse. On va avoir une part gaspillée, c'est-à-dire qu'elle va être préparée et non utilisée. C'est celle-ci qui nous intéressait principalement dans Game Over. Et puis, on va avoir une part aussi substituable, c'est-à-dire qu'elle va être moins émissive. Pour être moins émissif, on va avoir une même efficacité. Et puis, il y a une part qui est non substituable, c'est-à-dire que si on est moins émissif, on est moins efficace. Et puis enfin, ce qui nous intéressait aussi, c'était si jamais on génère des résidus médicamenteux, où est-ce qu'ils vont? Alors pour cela, on a mené l'étude de Game Over, qui a été publiée en début d'année dans Critical Care. Et donc l'objectif principal, c'était d'évaluer le pourcentage de médicaments intraveineux jetés sur une période de 24 heures, et puis bien évidemment d'évaluer les facteurs de risque et les coûts associés. On a la chance d'avoir eu 81 réanimations qui ont participé, avec 1000 patients inclus dans cette étude multicentrique, observationnelle et prospective en France et dans les dom Et on a en fait collégié tous les seringues et les pochons, sauf les cristalloïdes, les ampoules mères et les dérivés de sang. Et puis on a compté le volume préparé et les volumes jetés, et les infirmiers notifiaient pour chaque résidu médicamenteux le motif. En tout, on a sur les 81 réa, il y a eu un peu plus de 400 litres de préparés, 44 litres jetés, avec une moyenne de 10,7% de médicaments intraveineux jetés. Sachant qu'il y en a qui jettent moins, mais il y a quand même 15% des réanimations qui jettent plus de 25%. Le coût annuel pour les 25 médicaments le plus jetés, c'est un peu moins de 3 millions d'euros. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que dans l'analyse multivariée des facteurs de risque de gaspillage, on retrouve que des critères qui sont non modifiables. Cela impacte directement la- nos pratiques, parce que si jamais on ne peut pas modifier les paramètres patients, en fait, c'est nos pratiques et notre façon de faire génère ce gaspillage. Alors, les limites de l'étude, rapidement, c'était un recueil qui était uniquement sur 24 heures. Il n'y avait que les centres volontaires, ce qui est un billet d'engagement dans les soins durables. Il y a une majorité de centres hospitaliers universitaires, ce qui est un billet lié à la formation. On n'a pas pris en compte les flacons de médicaments. Alors, on sait que les résidus, ils sont très concentrés en quantité, mais pas en volume. Et on a des admissions chirurgicales qui sont plutôt très fréquentes. Et on pourra avoir un billet par un nombre augmenté de préparations anticipées. Alors, qu'est-ce que l'étude, elle va mettre en évidence? Eh ben, la première chose, c'est que sur les 130 médicaments utilisés en réanimation, pendant l'étude, il y en a 25 qui représentent 90% du volume jeté. Et il n'y en a que 8 qui représentent 70% du volume jeté. C'est-à-dire que si on veut diminuer le gaspillage dans les réanimations, on a très probablement intérêt à commencer par ces 25 médicaments et surtout les 8 premiers qui sont la noradrénaline, le propofol, l'insuline, l'héparine, le sufentanine, le midazolam, le rapidil et le rémifentanil. Mais on peut aussi s'intéresser en parallèle aux médicaments qui coûtent cher. Notamment, on a encore une fois le propofol, on a l'héparine, on a le dobutamine, on a la dexmédetomidine ou la myodarone. Et puis, on peut aussi s'intéresser à ceux qu'on prépare beaucoup et qu'on utilise très peu, et donc qui ont un ratio mis à la poubelle qui est assez important, comme la noradrénaline, la dobutamine encore une fois, puis on a la ropivacaïne qui apparaît, ou même l'éphédrine à 68%. Alors maintenant, la question, c'est quelle pratique modifier? Les infirmiers, comme je l'ai dit, notifiaient les raisons pour lesquelles les médicaments, il y avait des résidus médicamenteux dans la seringue. Et toutes ces raisons, quasiment, sont modifiables. La première, c'était les modifications de prescription. Peut-être qu'il faut s'intéresser à la coordination entre les médecins et les infirmiers et surtout optimiser le délai entre le moment où on fait la prescription, le moment où on décide de la stratégie médicale du jour et le moment où l'infirmier va préparer les médicaments. Il y a le deuxième paramètre, c'est que, il y a des médicaments dont les patients n'ont plus besoin. Et probablement que, il pourrait être intéressant que, notamment dans les prescriptions au besoin, surtout à l'initiation, qu'on utilise des seringues de plus petit volume.
Parce que si jamais l'hypertension ou l'hypotension, elle perdure pas pour une raison ou une autre, bah, si on a préparé 50 millilitres et qu'on a utilisé que 5 millilitres, ben, on en jette quand même beaucoup. Ensuite, on a une pratique qui semble être assez française, qui est que en réanimation, on a une horaire de début des traitements, qui est 14 heures ou 15 heures ou autre selon les équipes, et on a certaines réanimations qui vont changer toutes les seringues du patient à ce moment-là. Et ben ça génère un gaspillage significatif qui pourrait être évité en changeant juste les seringues adaptées. Ensuite, on a tous les médicaments qu'on prépare mais qu'on n'utilise pas. Et ben là, c'est comme en anesthésie, où ça a été montré, bah, probablement qu'il faut aussi que préparer les seringues dont on a besoin. C'est-à-dire que ça ne sert à rien le matin, quand on prend son poste, de préparer je ne sais pas combien de seringues de noradrénaline, de Sufenta, de Propofol et autres. Et ben, c'est juste les préparer quand on en a besoin. Et pour les drogues d'urgence, on peut avoir deux options. La première, ça va être d'utiliser des seringues pré-remplies, mais ça a un coût assez important. Mais comme on en utilise moins, on fait des économies d'échelle. Ça a été montré en anesthésie. Eh bien, ou l'autre solution qui est qui est moins onéreuse, bah, c'est d'avoir et le médicament et le dispositif d'administration qui sont prêts. Et à ce moment-là, en situation d'urgence, on a quand même le temps de préparer rapidement ces médicaments, surtout s'ils sont tout de suite disponibles. Voilà. Et le coût, il est bien moins important. Ensuite, bah, il y a quelles autres pratiques on pourrait modifier? Donc ça vient aussi d'un peu de l'expérience personnelle ou des choses qu'on n'a pas pu mettre en évidence directement dans Game Over. Et typiquement, bah, on peut s'intéresser au volume préparé, notamment des pochons mers, où régulièrement, bah, dans les équipes, on prépare des pochons de 500 millilitres, alors qu'on pourrait préparer des plus petits pochons, surtout si on fait des pochons par patient. Ensuite, on peut s'intéresser à la concentration et à la dilution des médicaments. Est-ce que, on va utiliser du propofol 1% ou 2%? C'est-à-dire que bah, si on utilise une seringue de 2%, bah, il en faut deux de 1%. Or, si on ne l'utilise pas complètement, bah, on va gaspiller beaucoup plus. De la même manière, on a certains médicaments qu'on a besoin d'administrer 3 fois par jour, ou 2 fois par jour, ou 1 fois par jour. Et ben, si on n'utilise pas l'ampoule à chaque fois complètement, bah, si on n'utilise qu'une fois par jour, on va gaspiller beaucoup moins. Et ainsi de suite. Dans la part qui est inutile, c'est-à-dire qui n'apporte pas de bénéfice et qui est plus ou moins dangereux, bah, en réanimation notamment, on peut s'intéresser à la sédation, à l'arrêt quotidienne ou du moins à sa diminution, aux médicaments qu'on utilise. C'est d'utiliser des seuils transfusionnels bas, ça va utiliser moins de médicaments, ça va être de se poser la question de la pertinence des IPP, ça va être la pertinence de l'antibiothérapie, notamment à l'initiation ou sa durée des antipyrétiques, etc. Et puis, bien évidemment, il y a la part qui est substituable, c'est-à-dire, comme on l'a dit, qui est moins émissive et qui va avoir la même efficacité. Et là, le grand gagnant, comme partout, c'est de préférer la voie orale à l'intraveineux. L'intraveineux, c'est 16 fois plus de CO2, 29 fois plus de déchets, 77 fois plus d'eau consommée, un coût qui est 27 fois plus élevé. Et nous, en réanimation, on vient de montrer que 40% des patients de réanimation étaient éligibles pour le paracétamol et les IPP notamment, à ce switch de l'IV pour le PROS, parce que ces 40% de patients, ils ont une alimentation entérale et du paracétamol IV. Et on voit bien sur cette photo qu'on a une patiente de réanimation qui mange avec des médicaments intraveineux, sûrement certains nécessaires, mais on a du paracétamol IV alors qu'elle aurait pu le prendre, on aurait pu lui donner un comprimé sur son plateau, et puis plein de perfusions qui probablement pourraient être remplacées par une bouteille d'eau, très probablement. Ensuite, on a notre analyse ancillaire qui s'intéressait au gaspillage des résidus médicamenteux liquides par les infirmiers. Et donc la problématique était la suivante, bah, où sont jetés les résidus médicamenteux et ce qui se retrouve potentiellement dans l'environnement. Donc là, on a fait un questionnaire de pratique et on a eu 823 réponses. Nos résultats, c'est que 96% des infirmiers sont conscients de la toxicité aquatique des résidus médicamenteux.
Et pourtant, il y a plus de 50% des résidus médicamenteux qui vont dans une filière non incinérée et qui se terminent théoriquement dans l'environnement. Si on regarde en détail, les résidus médicamenteux qui sont vidés des seringues, eh ben, il y en a plus de 70% qui se retrouvent dans une filière non incinérée, et notamment parce qu'ils sont jetés dans les lavabos. Et ça, il ne faut pas faire. Il ne faut pas vider ces seringues avec des médicaments dans les effluents des eaux des hôpitaux. La deuxième chose, c'est que dans les résidus médicamenteux qui restent dans la seringue, qui n'est pas vidée, eh ben, il y en a plus de 30% qui finissent dans une filière, dans une poubelle où la filière n'est pas incinérée. Et ça aussi, c'est un problème. Alors, je m'attarde juste quelques secondes sur ce sujet-là qui est très important à mon sens et dont on a découvert la réponse il n'y a pas longtemps et donc je la partage avec vous. Dès que vous allez jeter vos résidus médicamenteux dans une poubelle jaune en France, vous pensez dans la majorité des cas que cela va être incinéré, mais ce n'est pas forcément le cas. Parce que les DASRIA, si jamais ils sont incinérés, vous pouvez mettre vos résidus médicamenteux sans problème. Par contre, s'ils sont pré-traités, à ce moment-là, il y a le risque infectieux est annulé, mais le risque chimique, on s'en préoccupe absolument pas. Et la poubelle jaune qui est broyée va être mise dans les DAOM qui sont dans la plupart des cas enfouis, et c'est le cas dans quasiment tous les dom-toms. Donc les résidus médicamenteux ne doivent pas aller dans les poubelles jaunes si la filière elle est pré-traitée. Et je vous rappelle qu'il y a un plan national pour favoriser le pré-traitement des DASRIA pour diminuer les coûts et que donc les hôpitaux qui s'orientent dans cette filière-là doivent faire très attention. Ensuite, si jamais vous faites le recyclage des plastiques, ce qui est une très bonne idée, le plastique des seringues, il est très facilement valorisable. Par contre, il faut absolument que les seringues soient complètement vides. Et le seul moyen d'assurer la vacuité des seringues, c'est de séparer le piston du corps de la seringue. Et enfin, bah, si vous les jetez dans les poubelles noires, si celles-ci sont incinérées, c'est bon. Par contre, si elles sont enfouies, et c'est le cas encore dans de nombreux hôpitaux, il ne faut pas le faire. Voilà, j'arrive à la fin et notre étude a été commentée par le comité scientifique là, de la CRLF avec un titre qui est assez parlant parce que oui, il est très intéressant de s'intéresser à nos poubelles, de voir ce qu'on y jette pour modifier nos actions. Et après, c'est aussi intéressant de voir où elles vont, parce que on peut être surpris, comme nous, on a été là récemment. Et donc, ben, je vous souhaite sur ce une excellente consommation des soins à chacun d'entre vous. Et je reste disponible pour les questions en vous remerciant.